Vous et moi, on va être honnêtes. J'ai une petite gueule de bois, je suis un peu fatiguée, va falloir être gentil et ça va bien se passer. Bienvenue dans les lectures du mois d'avril. J'étais partie pour m'excuser en me disant, enfin vraiment je préparais dans ma tête le ouais j'ai pas trop lu ce mois-ci parce que machin et tout, mais en fait si, j'ai lu 5 livres ce mois-ci. Euh, Même si j'ai bossé à 44 heures par semaine pendant 2 semaines, j'ai réussi à lire et ce n'est pas une petite prouesse. J'ai donc lu ces 5 livres qui sont, j'allais dire, très différents. Non, il y a 3 essais MDA. Et on va commencer vite car j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai commencé mon mois par un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky et Marine Costa. Pour ceux qui ne situent pas, je pense que Jodorowsky ça parle à des gens. C'est un personnage. C'est un personnage exubérant et étrange. Ce mec, il a fait du théâtre, de la poésie, des films, il a fait beaucoup de choses. Et je vous invite à vous renseigner sur Jodorowsky parce que le personnage est foisonnant. Pour vous le présenter en 14 secondes, le mec a failli faire une adaptation de Dune qui aurait duré 12 heures avec notamment au cast les Beatles et Dali. Je pose ça là. Et ce mec est entre autres tarologue, enfin en tout cas il fait des tarots, il est assez connu pour avoir fait beaucoup de lectures de tarot à Paris et tout machin. Et du coup avec une de ses potes là, ils ont écrit ce livre qui est donc une espèce de manuel de tarot. Tarot, pas le jeu où tu joues, tarot, genre le tarot divinatoire. Et je sais pas, les gens ne le savent pas beaucoup parce qu'en même temps les gens ne s'intéressent pas non plus à tous les aspects de personne. Mais ça fait très longtemps que je fais du tarot pour les présages et tout ça. Ça doit faire 6 ans maintenant, un truc comme ça. J'en fais pas hyper souvent, genre c'est pas un truc central dans ma vie, mais j'aime beaucoup. Enfin j'ai vraiment une grande affection pour le tarot depuis longtemps. Et ce livre, je me rappelle que je l'avais trouvé à la médiathèque quand j'étais au lycée et que je l'avais commencé, que j'avais beaucoup aimé, mais vu que je l'avais emprunté, bah, je vais dû le rendre. Et je l'avais jamais fini. Et donc là, je l'ai trouvé à la Fnac et je l'ai acheté. Je vous avoue que je l'ai pas fini parce qu'il est énorme et pour l'instant il y a des parties qui ne m'intéressent pas, mais c'est excessivement complet. Donc en fait, ça prétend s'adresser à des néophytes. Enfin, en tout cas, si tu connais rien, tu peux lire ça et tu auras un truc pas exhaustif, mais tu auras des très 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 bonnes bases en lisant ça. Après, c'est quand même un peu hermétique. Enfin, c'est un délire, mais ça m'étonne pas de Jodorowsky, c'est un trip, faut y adhérer. Il y a toute une intro, mais qui est archi longue sur le. Alors, avant de parler des cartes, le mec te parle de la numérologie, du ratio, du format des cartes, de comment il en est arrivé à écrire ce truc. Parce qu'en fait, il a rencontré un gars qui avait une maison d'édition d'une imprimerie et tout, je sais pas quoi. Après, ils sont allés au Chili pour acheter des trucs. C'est une histoire pas possible qui passe des plombs à te raconter au début. Après, il y a tout un chapitre sur ouais, des histoires de numérologie, de symboles, de machin, mais hyper abstrait. Et ensuite, genre à partir de là, après tout ça, donc après plus de 100 pages quand même, on passe enfin aux cartes en elles-mêmes. Donc pour ceux qui ne suivent pas le tarot divinatoire, il y a, je sais même plus combien de cartes parce que je suis un gros débile, mais il y a ce qu'on appelle les arcanes majeures, donc c'est les figures, enfin les personnages, vous les connaissez, l'étoile, la force, la mort, machin, tout ça. Et après, il y a les coupes, les épées, les bâtons, les deniers, avec de As à Roi. Et il y a valet, dame, roi et cavalier. Donc ça fait beaucoup de cartes. Moi personnellement je pratique pas encore avec le jeu complet, déjà avec les 22 majeurs, il y a moyen de très bien s'en sortir. Et c'est vrai que mémoriser les différentes significations de... Faut vraiment que je regarde combien il y en a. Je vais faire un cut. Ok c'est bon j'ai trouvé. J'ai trouvé, le tarot est donc composé de 78 cartes. J'avais zappé. Donc moi je travaille encore qu'avec 22 cartes, ce qui est déjà pas mal. Donc retiens les 78 mon pote et il te les passe en revue une par une. Donc c'est un travail. Alors moi ce que j'avais beaucoup aimé la première fois que je l'avais feuilleté, c'est que en tout cas pour les 22 majeurs, donc vraiment les personnages, il fait vraiment 3 pages pour chaque personnage, qui se présente exactement comme ça, avec la carte, son petit texte sur la signification de machin machin et tout. J'ai beaucoup aimé
c'est pété de ouf, hein. Moi j'adore ça. Enfin, un travail d'explication de l'iconographie, des petits symboles, des petits machins, des tout petits trucs. Et là, enfin, c'est ce qu'il raconte au début, il a essayé de reconstituer le jeu de tarot, genre tel qu'il était vraiment aux origines, et les bonnes couleurs, les bons machins et tout, et les bons mini détails, parce que qu'on voit pas le pied de la table, ça veut dire un truc et tout, et la boule elle est orange, c'est pas pour rien, et c'est que des trucs comme ça. Et moi j'adore, genre vraiment la surinterprétation, c'est mon trip, j'adore. Et donc, ce n'est que ça. C'est surinterprétation land, et j'adore. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça se présente pas comme un manuel en mode ok, le tarot c'est comme ça, parce que j'en avais lu des bouquins sur le tarot où c'était des trucs hyper précis mais limite débiles, où les mecs c'était là, oui alors en fait si t'as telle carte plus telle carte ça veut dire exactement le père de ta mère du côté de machin, et des trucs super précis où les types étaient en mode non mais en fait c'est comme ça et tu fais comme ça, alors que là le gars il est en mode voici mon histoire et ça fait 600 pages. Le mec il dit moi je pense c'est comme ça, après tu fais ce que tu veux, et c'est pas du tout, enfin c'est vrai que tous les trucs autour de la spiritualité en règle générale, ça dépend des branches et tout, mais on tombe assez vite dans un truc très dogmatique, alors que bon, le tarot c'est un peu comme l'astrologie, hein, genre c'est rigolo, mais c'est pas, genre tu vas pas baser ta vie entière dessus, c'est pas non plus le truc le plus important de la Terre. Et du coup, alors le mec est à fond dans son délire, tu vois, il veut un peu quand même te convaincre que c'est lui qui a trouvé le bon truc et qu'il a raison, mais à aucun moment il y a de c'est comme ça que ça marche, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et le mec, ça m'avait marqué aussi la première fois que je l'ai lu. Je dis le mec parce que bah, c'est lui que je connais, Marianne Costa, je ne sais pas qui c'est, donc je dis Jodorowsky parce que, bon, bref. Et parce que c'est avec son nom qu'on vend le livre, je disais. Et oui, il donne des conseils, genre il dit pour apprendre à connaître ton jeu, pour apprendre la signification, les machins et tout, tu prends une carte par jour et tu passes toute la journée avec ta carte, tu dors avec, etc. Pendant une journée, tu agis comme si tu étais le personnage de la carte et tout, et c'est que des trucs perchés comme ça, j'adore. Donc, faut adhérer au trip. Si vous débutez tout juste le tarot, je pense pas que ce soit la première source sur laquelle vous basez, mais je pense que c'est très bien pour débuter. Après, ouais, c'est dense, c'est long. Si tu veux juste les informations de base pour commencer, tu trouves des petits livrets qui t'expliquent les bases et tout, genre t'as pas besoin de ça pour commencer à faire du tarot. Mais si tu veux t'y intéresser en profondeur, pour moi c'est un très bon livre que donc je recommande chaudement. Et oui, j'ai pas encore lu la partie sur les arcanes plus mineurs, et j'ai pas encore lu la partie où il explique les différents tirages, mais peut-être que j'en parlerai quand je l'aurai lu, parce que mais c'est que en fait jusque là ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai laissé le reste, et c'est exactement ça qu'il faut faire avec ce genre de livre. Ensuite j'ai lu, une fois n'est pas coutume, le tome 3 de l'Épouvanteur, et plus j'avance plus j'ai peur, enfin c'est pas que j'ai peur mais c'est que plus j'avance plus je kiffe. Et du coup, si ça devient pas bien, je vais être mais déçue. Tellement déçue. Ce tome 3, alors là, du coup, je vais prendre mes petites notes. Oui, pour les trucs là, je vais avoir besoin de mes notes parce que c'est dense. Dans ce tome là, bon, je vais partir du principe que vous connaissez un peu si vous écoutez cette partie là. L'Épouvanteur, il est odieux. L'Épouvanteur est un trou duc. Mais ça enrichit le personnage et c'est très plaisant. Ce tome là je l'ai trouvé, alors en général je l'ai trouvé assez inégal en fait, parce que il y a un peu deux choses dans ce tome là. Il y a quelque chose qui se présente comme une sous-intrigue qui est on en apprend plus sur la vie de l'Épouvanteur via un autre personnage. Non, je vais pas trop spoiler parce que de toute façon c'est pas important. On en apprend plus sur la vie de l'Épouvanteur via un autre personnage qu'on découvre dans ce tome là, et c'est présenté un peu comme une toile de fond. Et en plus, ils se vont dans un patelin où il y a un méchant à combattre, enfin un mec méchant, un nécromancien qui veut ressusciter je sais pas qui, bref. Et du coup, il y a ces deux intrigues-là. Et du coup, c'est pas que c'est trop, mais du coup, l'intrigue avec la go de l'Épouvanteur, en gros, elle est tellement plus intéressante que le méchant qui est vraiment... C'est Dark Sasuke, quoi. Il est pas intéressant, le mec est insupportable. Enfin, méchant sans aucune profondeur, vraiment, genre, nul à chier ce personnage. Et bah, le combat, le machin et tout, la fin, ça donne quand même une scène un peu intéressante et tout, il y a un truc sympa. Mais c'est vraiment presque, enfin, prétexte à l'action, parce que c'est une série d'aventures, un peu d'action, de combat, de machin, de non-statan, oh là là, les forces du mal et tout. Et donc si ici on se concentrait sur les histoires d'amour de l'Épouvanteur, ce n'est pas le but de la série. Mais donc du coup ça semble
enfin cette intrigue là avec ce edgelord de mort là a lieu d'être, c'est logique qu'elle soit là, mais du coup elle a l'air tellement fade. Et j'ai très peur de lire les autres tomes parce que j'attends très fort jeune, n'importe, je l'appelle tout le temps John dans ma tête, Joseph de l'année au tournant, parce que c'est un peu ce que je dis sur les premiers tomes, donc tout l'intérêt en fait c'est les sorcières, parce que les gobelins, les fantômes et tout, vraiment on s'en tape. Enfin il y a plusieurs sortes de créatures, mais en fait celle qui compte c'est les sorcières. Et j'avais pas trop calculé au début, mais la problématique en fait des sorcières tourne autour de la domesticité. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui se sont renseignés, qui ont lu Mona Chollet et qui ont voulu creuser un peu et tout machin, la domesticité c'est assez central dans la figure de la sorcière dans les médias d'aujourd'hui contemporains. En fait, l'histoire, le bail avec ce truc là, c'est qu'il y a une certaine espèce de sorcière, soit elles sont à l'état sauvage et c'est des espèces de monstres griffus, chevelus qui bouffent des gens, mais elles peuvent devenir gentilles, c'est-à-dire pas dangereuses pour les humains, en devenant domestiques. Et c'est, enfin domestiques pas dans le sens servante, mais genre domestiques, elles vivent dans la maison, genre comme un animal domestique en fait. Et c'est vraiment dit texto comme ça. Et au début, c'est un truc un peu pris comme acquis, enfin dans les 3 premiers tomes en tout cas, cette question de, bon bah la domesticité les rend gentilles et ces sorcières utilisent leur talent pour le bien des autres autour d'elles. Et là, ça commence à évoluer un peu, et j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer, parce que c'est central, ce truc de genre, oui, ok, c'est typiquement les sitcoms avec des meufs qui sont sorcières chez elles dans les années 70, et ok, la meuf est sorcière, elle veut le suremballer, mais par contre, elle utilise ses pouvoirs pour faire le ménage. Et c'est central, il y a une problématique, il y a un truc à exploiter avec ça, et c'est exactement en fait ce qu'on trouve dans le bouquin, c'est c'est vraiment dit texto, la domesticité, la femme qui reste à la maison et qui est dans le service à l'autre, qui est dans le don de soi, etc. Et ce serait, en tout cas c'est présenté comme ça jusque-là, ce serait ça qui les rend gentilles et qui en fait des bonnes personnes. Et donc, au début, j'avais pas trop calculé cet aspect-là, j'étais juste en mode, ah ça fait des combats et tout, la magie, ouais, trop fort. Et cette thématique-là est extrêmement intéressante, et donc maintenant je me rends compte que ouais, ça se développe en toile de fond comme problématique. Et j'attends très très fort. Vraiment, j'avais pas commencé ça en me disant je vais réfléchir au féminisme et tout machin, genre vraiment pour moi c'était à côté. Mais c'est central, c'est absolument central, et du coup j'attends vraiment le gars au tournant. Fais pas de la merde, genre vraiment fais pas de la merde. Est-ce que j'ai noté autre chose? Non, c'est tout, oui, j'ai noté donc beaucoup de choses. Un peu brouillon, très intéressant, là on sent des thématiques de fond qui se développent. Ça commence par John Gregory, c'est odieux ce que tu fais à Meg. Et s'il y a. Là, le personnage il commence à grandir, et le personnage principal. Et il y a des questions de moralité qui arrivent et qui sont vraiment très intéressantes. Là, un peu la morale de ce truc, c'est. Bah, des fois, même quand on te donne l'occasion de faire les choses bien, eh bah, tu les fais quand même mal. Pourquoi tu les fais mal quand on te donne l'occasion de les faire bien? Et c'est tout con, mais pour de la littérature jeunesse, c'est cool. Genre, vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte. J'ai très très hâte. Ensuite, je vais m'énerver. J'ai lu Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange. On me l'avait vendu et parlé, je l'ai encore lu à la bourre comme à chaque fois. Parce qu'il est sorti chez Point. Par contre Point c'est trop bien, vraiment continuez parce que ça coûte 6 balles. Genre c'est des vrais livres de poche qui coûtent un prix de livre de poche. Donc continuez Point. Par contre pas des trucs comme ça. Je vais peut-être être un peu cash et ça va peut-être être un peu méchant. Mais c'est pas mon objectif, c'est juste que j'ai été déçue. One more time. Je suis tout le temps. Faudrait que je fasse vraiment une vidéo sur genre les essais féministes et moi, parce qu'il y a vraiment des trucs à développer là-dessus. J'étais archi déçue. Donc ça s'appelle Moi les hommes je les déteste. Normalement ça annonce la couleur. Normalement on se dit on va avoir un truc un peu vénère, un peu rentre dedans et tout, la colère et tout. J'ai trouvé ça d'une fadeur. Alors déjà, bon, ça c'est un problème de base. Tu ne me dis que des choses que je sais déjà. C'est parce que je suis extrêmement instruite et que je sais tout en fait, c'est ça le problème, c'est pas elle, non je déconne. Non, ça c'est pas forcément un souci, c'est juste moi qui, en partant en fait, je sais que je vais a priori rien apprendre de nouveau. De l'hétérosexualité ça pue du cul, je sais. Et donc ça, bon, ça m'a un peu gonflé, mais le bouquin il fait 100 pages, donc je m'y attendais à pas apprendre grand chose. Mais ça m'a pas... En fait, moi ce que j'en attendais,
c'est d'avoir un truc vénère, un truc cash, ou de la vraie colère, quoi. Genre, des fois, enfin... je voulais pas un truc structuré, construit, machin, qui développe des arguments point par point pour te montrer pourquoi c'est logique et tout. Je voulais avoir une meuf vénère qui rentre sur la misogynie et le fait qu'elle en a marre. Et je voulais un truc un peu rentre dedans. Mais c'est une espèce de ventre mou comme ça, où la meuf... Enfin, si tu fais un titre comme ça, genre, t'y vas à fond. Et elle y va pas à fond. Genre, le chapitre 2, c'est se justifier sur le titre. Tu as choisi ce titre, tu n'as pas à te justifier derrière. Si tu le choisis, tu l'assumes jusqu'au bout. Et elle est là, oui, mais en fait non, mais machin, mais je m'en fous, je m'en fous, je voulais t'écouter, être vénère, meuf. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour essayer de me structurer un peu. Oui, j'ai écrit, je me suis sentie flouée. Je soutiens la colère. En fait, je suis pour l'expression de la colère sans autre but qu'exprimer sa colère. Genre, si t'écris un livre juste pour dire que t'es vénère sans avoir d'arguments ou de plan d'action, ou de on va faire ci, on va faire ça pour changer les choses et tout, ça me va. Ça me va, genre je sais pas, j'ai pas encore lu, j'ai commencé le Scum Manifesto, mais genre ça c'est débile, t'as plein de trucs en mode oui c'est faux, mais c'est pas grave parce que c'est pas le but de dire des trucs vrais, le but c'est de s'énerver, et de pouvoir s'énerver tranquille et qu'on te foute la paix et qu'on te laisse t'énerver. Et je suis pour ça, dans les essais féministes, dans tout ce qui est lutte sociale et tout, je suis pour ça. C'est pas avec ça qu'on va faire la révolution, mais c'est vachement bien et ça fait beaucoup de bien de faire ça. Et du coup, c'est ça que j'attendais. Et ouais, je voulais de la colère, je voulais que ce soit vénère, et c'était, mais tiède, et c'était que du remâché, enfin, il y avait pas d'idée, j'ai pas trouvé d'idées nouvelles, en plus, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de structure, c'était mal fichu, que ça en disait soit trop, soit pas assez, c'était soit trop court, soit trop long. J'ai trouvé que c'était un peu fourre-tout. Ça m'a vraiment déçu. Je lis ce que... Voilà, j'avais écrit, soit tu fais de la socio, soit tu fais de la colère. Si tu veux faire de la socio, tu te poses, tu te calmes, tu respires, tu prends les faits, les chiffres, les machins et tout, tu construis ta réflexion, tu fais ton truc, tu vois, pour faire avancer la théorie et la pensée et tout ça. Si tu veux faire de la colère, tu fais vraiment la colère. La colère, tu cries, tu cherches tes mots, tu fais machin, tu tapes dans les murs. Et tu fais vraiment la colère, tu fais pas les deux à la fois. Parce que si tu fais un peu la colère et un peu la socio, et bah ta socio elle est pourrie parce qu'elle est biaisée par ta colère. Et si tu fais un peu la socio, un peu la colère, ça marche pas non plus. Enfin, dans aucun sens c'est possible. Ça m'a vénère, ouais, parce que ça m'a déçu. Il est pas si mauvais que ça. Je veux dire, il y a sûrement des gens qui s'y sont retrouvés et à qui ça a fait du bien. Et why not? Why not? Je suis personne pour dire non c'est de la merde, personne ne devrait le lire. Mais j'ai été déçue. J'ai été archi déçue. Et le dernier truc que j'ai noté, ouais, trop dans les défensives et limite passive-agressive, et vraiment ça c'est pas possible. Donc désolée Pauline Armange, je sais qu'elle a écrit un roman et à Skip il est bien, donc peut-être que je le lirai mais pas tout de suite parce que ça me vénère. J'ai donc continué sur ma lancée parce que j'aime me faire du mal. J'ai lu Désirer à tout prix de Talma Desta. J'adore Talma Desta. C'est un mec trans, journaliste chez XY Media, que je suis sur Insta depuis un bout de temps. Et alors je lui serais déjà éternellement reconnaissant pour avoir fait un résumé clair et précis de La pensée straight de Monique Wittig. Parce que vraiment, quand j'ai lu ce truc, je n'ai rien compris. C'est très bien, mais c'est imbitable. Et j'ai rien compris. Et il a fait un résumé clair et précis du truc. J'étais en mode... D'accord, ça parle de ça, ok très bien. Et son contenu sur Insta, je suis un fervent consommateur et un fervent follower de ses trucs parce que j'adore ce qu'il fait et je le trouve toujours très, très nuancé, très pertinent. Ouais, très intéressant avec des réflexions qui pour le coup me font vraiment avancer et me font aller quelque part. Il a sorti son premier bouquin. Et j'avais peur, j'avais tellement peur. Je suis allée l'acheter le jour de la sortie. Genre, je me suis pointée à la Fnac et je le trouvais pas en rayon dans les nouveautés. J'étais là, non, maintenant, est-ce qu'il n'y a rien à livre normalement sorti aujourd'hui? Et j'étais vraiment au taquet pour l'acheter. Et après, je l'ai laissé de côté pendant genre 5 jours parce que j'avais peur de le commencer. Parce que je sortais de ça là. Et j'avais peur que ce soit pas bien. Et à la fin, voilà, ça c'est mes notes sur Moi les hommes, je les déteste. Et à la fin, j'ai écrit Talma Desta ne me lâche pas. Genre, je ne lui aurais pas pardonné d'être médiocre. Genre vraiment j'aurais été encore plus déçue. Et c'était bien, c'était très très bien. Ce bouquin, donc c'est un essai encore une fois, féministe, ça surprend qui parle
de cul. Ça parle de cul et plus précisément de ne pas faire le cul. Ou plutôt de... alors en fait ça part du postulat que libération sexuelle, la pilule, la machin, on te fait croire que le cul c'est trop bien, c'est la vie et tout, et que c'est un pilier dans ta vie, et si ta vie sexuelle elle va mal, et bah c'est soit que t'es pas assez libéré, soit soit que t'as du mal à lâcher prise, tu connais pas bien ton corps, faut te regarder la chatte dans le miroir, si ça va pas, tu peux aller voir un sexologue pour parler de tes problèmes et résoudre tes traumas, et puis tu peux t'explorer toi-même, tu sais, avec ce code sponsor, tu peux acheter tel sextoy qui est trop bien et tout machin. Tout ça c'est très bien, hein, mais l'idée c'est qu'on te vend ce truc là de genre tu vas faire ça et après ta vie sexuelle elle va être géniale. Et la thèse de Talma Desta c'est si le sexe c'est pas agréable, t'es pas obligé de faire le sexe. Tu peux aller au ciné. Et c'est vraiment le titre d'un chapitre. J'ai essayé de le retrouver. Et c'est vraiment le truc de oui, le sexe c'est très bien, mais on peut être copains aussi, on peut faire autre chose que le sexe. C'est pas la seule manière de connecter avec les gens. Et c'est pas du tout un ouvrage sexe négatif. Alors, je suis ivre de rage. L'appareil photo a coupé pour une raison inconnue au bout de 20 minutes. Et il m'a pas prévenu, et donc du coup j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes. Je disais donc, le livre de Talma Desta ne se place pas d'un point de vue sexe négatif. En gros, enfin sexe négatif, c'est un truc un peu clivant dans le féminisme où on se dit ok, il y a l'hétérosexualité, il y a plein de problèmes, il y a plein de trucs qui vont pas. Et il y a des gens qui disent on peut le sauver, on peut sauver l'hétérosexualité, on peut en faire quelque chose, on peut modifier 2-3 trucs, on peut bricoler quelque chose, ça peut le faire. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mouvement sexe positif. Et il y a d'autres gens qui disent non mais en fait non c'est bon achetez votre truc, ça marche pas, enfin non, on arrête, on vire, on arrête et on fait autre chose. Et donc ouais, c'est un truc un peu clivant, il y a des gens qui disent ça peut marcher, d'autres qui disent non c'est foutu. Ce n'est pas, il y a des gens qui l'ont reçu comme un truc sexe négatif, et ça ne l'est pas, en fait, si je reprends ce que j'avais écrit dans mes petites notes, c'est pas la bonne page. J'ai écrit ignorer le sexe sans en faire un non-sujet. En fait, la thèse du bouquin, ça commence sur il y a des problèmes dans le sexe. Il y a, je dirais, 2 grands axes là-dedans. Il y a l'axe enfin quand je dis on, c'est les représentations dans les médias, les représentations qu'on voit, etc. et qui te forgent et qui t'impriment, c'est ça que je veux dire quand on dit on. Donc on te fait croire que si t'as pas de libido et tout, machin, que t'as pas envie de faire du sexe, ou alors que c'est difficile pour toi, c'est un problème, enfin c'est un frein à ton épanouissement. Donc en fait, pour plus de lâcher prise, tu peux acheter cette petite bougie parfumée, cette huile de massage, tu peux prendre rendez-vous chez un sexologue qui va t'aider à résoudre tes blocages, et j'ai ce petit code promo pour ce fabuleux god qui est vraiment très très bien et qui va t'aider à découvrir ton corps et tout machin. Et j'ai rien contre les sextoys et les sexologues. Et donc il y a un peu ce matraquage là. Et la thèse c'est genre ça va le capitalisme, tu te mets bien sur les problèmes des gens, genre ça va, on te dérange pas déjà. Et l'autre idée c'est encore une fois vous avez compris, te fait croire que le sexe ne regarde que toi. C'est vrai dans le sens où tu fais ce que tu veux, c'est faux dans le sens où quand en tant que meuf tu tapes un mec, le sexisme ne reste pas à la porte. Enfin je veux dire, que ce soit le sexisme ou l'homophobie, la transphobie, toutes les violences contre les personnes racisées, etc. Ça ne reste pas par terre avec tes fringues pendant que tu fais le sexe. Enfin, l'intime politique, enfin la fameuse phrase tout est politique, l'intime est politique parce que les gens qui font l'intime vivent avec d'autres gens qui pensent d'une certaine manière, etc. Et on peut pas faire abstraction de ça. Tu peux pas décider, ok, tous mes biais, tous mes biais homophobes, sexistes, machin, etc. que j'ai sans faire exprès, je les laisse, je les pose là et on les reprend après. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, encore une fois, on te fait croire que c'est toi qui as un problème, que c'est toi qui dois faire ci, faire ça pour que ça marche mieux, etc. Et que c'est un effort individuel, alors qu'en réalité, ça se joue à un niveau collectif. Et ça se joue à un niveau systémique. Le cul. Et donc, ça c'est la première partie du bouquin. Et la deuxième partie c'est, ok, donc
c'est chiant le sexe, genre j'aime pas, enfin en tout cas Tal dit j'aime pas pour plein de raisons, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on a de l'affection, comment on a des relations fortes et intenses avec des êtres humains sans faire le sexe? Et ça c'est une très bonne idée de faire ça parce que dire qu'il y a des problèmes c'est bien, proposer des solutions c'est mieux. Et encore une fois c'est pas des solutions en mode oui tu dois faire ça et tout et ça ira bien dans ta vie. Mais c'est exactement ce que je disais, laisser le sexe de côté, ce n'est pas un non-sujet, on peut en parler, ça existe, c'est là et tout, mais juste on le pousse un peu et on regarde autre chose. Et l'idée c'est de trouver du contact à l'autre, de la connexion avec d'autres êtres humains, sans faire de sexe, via de l'amitié, via des relations amicales qui peuvent être vraiment très intenses et il y a casser un peu cette séparation genre entre amour et amitié ou enfin relation romantique et amicale alors qu'en fait c'est beaucoup plus flou que ça et cette partie là était vraiment très intéressante et pour le coup ça fait beaucoup de bien d'entendre des trucs comme ça et moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a toute une partie témoignage aussi à la fin qui était pas mal. Si elle avait été plus longue, ça aurait été un peu redondant, mais là, elle était pile la bonne longueur, c'était très très bien. C'est un bouquin qui est très accessible, parce que, que j'aime beaucoup, parce que ça va. Il y a une réflexion qui est poussée, qui va loin aussi loin. Je sais pas ce que ça veut dire loin, mais en tout cas la réflexion va quelque part et c'est pas juste l'hétérosexualité c'est de la merde. Ça va quelque part, ça pousse les trucs un peu loin. Du coup ça implique que tu aies une certaine connaissance, que ce soit pas le premier bouquin sur le féminisme que tu lis parce que sinon tu vas être paumé. Mais il y a quand même une accessibilité dans le sens où il y a tout un lexique à la fin qui t'explique le féminisme matérialisme, qu'est-ce que ça veut dire hétéronormativité, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que ça veut dire libéralisme, rien que ça, tu vois, c'est des trucs dont il faut comprendre. Donc oui, il y a tout un petit lexique et tout qui est vachement bien foutu. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre. J'aurais bien aimé le lire d'une traite, genre tranquille comme ça sous mon plaid et tout, mais je n'ai pas pu parce que je n'avais pas le temps et je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien de le lire d'une traite et ça m'a un peu pourri mon groove de devoir le lire en plusieurs fois. Mais j'ai beaucoup aimé, je conseille très fort. Et cut parce que j'ai vérifié que l'appareil fonctionnait toujours parce que s'il coupe encore ça va m'énerver. Je vais pas montrer le livre. J'ai lu un dernier livre qui est encore une fois un essai féministe. Et avant toute chose, avant de parler de théorie et d'idées, le livre de poche, c'est quoi ça? Est-ce que vous voyez? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi cette couverture? Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Le livre de poche, j'en ai pas tant que ça je crois, mais ils font tout le temps des couves dégueulasses. Genre, qui sont vos graphistes? On dirait la fiche de campagne de Jean Lassalle. Pendant que je le lisais, j'avais collé un post-it avec marqué la France authentique, parce que ça me faisait gaulerie. C'est archi moche, c'est très laid. Pourquoi vous faites ça? Cette couverture est très laide. Enfin, la madame, elle est gentille, mais c'est très laid. Outre ce souci, ce livre s'appelle Ainsi soit-elle de Benoît de Groot. J'en avais entendu parler par Digli, qui est une illustratrice et autrice que je suivais énormément pendant longtemps, que je suis un peu moins maintenant. C'est elle aussi qui en avait fait des caisses sur ça, qui m'avait hypé à donf, et en fait c'est ce que c'est. Et je suis pas content. Et elle m'avait hypé aussi sur ce truc. Benoît de Groot, en gros, c'est une meuf qui est née dans les années 20, qui a vécu sa vie de meuf des années 20, 30, 40 et tout, qui a vraiment tout fait bien comme il fallait à l'époque. Et, enfin, je dis ça comme si c'était il y a 3 siècles, mais bref. Elle a 50 balais, elle s'est un peu éveillée aux luttes féministes et tout. Et en tout cas, Digli trouvait un côté déculpabilisant à ce truc-là. Alors, elle en parle pas dans ce livre-là, je sais pas où elle l'a lu, peut-être ailleurs. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa de dire bah oui, écoute, tu as pratiqué l'oppression sexiste pendant 50 ans, mais c'est pas grave, tu peux faire d'autres trucs maintenant. Ta vie elle est pas perdue. Et ça c'est cool. Ce livre je l'ai clairement pas commencé en me disant je vais apprendre des trucs parce qu'il date de 76, donc il date tout court. Et je me suis dit clairement je vais rien lire de nouveau là-dedans. Parce que il y a quand même une évolution, on écrit des trucs sur des trucs, si on revient toujours au début pour refaire à la base, on s'en sort jamais. Donc faut évoluer et construire sur ce que les autres ont construit. Et donc je me suis pas dit que j'allais apprendre des trucs, mais en fait je l'ai lu en me disant, en fait je l'ai commencé,
Et j'ai trouvé le style très agréable. Et en fait, avec le style d'écriture, c'est très bien écrit. Très bien écrit, des petites touches d'humour et tout, machin. C'est vraiment bien fichu. Je me suis dit, est-ce que je le ferais pas lire à ma mamie pour parler de féminisme à ma mamie. Et je me suis dit que ça pourrait être un truc, parce que c'est... Bon, elle est pas si vieille que ça, ma mamie, parce que Benoît Groult, elle est déjà morte. Ma mamie, elle est un peu moins vieille. Mais globalement, on est à peu près sur la même génération. Et ça pouvait être intéressant, du coup, d'avoir un point de vue que ce soit pas... parce que lui faire lire un essai par une meuf de 25 ans, ça va pas lui parler à ma mamie. Alors que ça, je me suis dit que ça pouvait être un truc qui la ferait triper. Et donc je l'ai lu, en fait, en me disant, est-ce que je vais le faire lire à ma mamie ou pas? Spoiler, non. Petite note, première note, peut-être c'est bien pour les mamies, première ligne. Deuxième ligne, non, en fait c'est un peu l'islamophobe. Je m'explique. Ce livre est sorti en 77, je crois. Je suis débile, je sais pas lire. Oui, 77. Et du coup, il est resté en 77, quoi. Et il y a plein de trucs qui vont bien, genre le début est très agréable. Elle fait ce truc un peu classique de commencer un premier chapitre sur sa vie, sur des trucs perso et tout, et ensuite enchaîner sur les thématiques, la thèse de l'essai et tout ça. Donc très bien, très agréable, ok, on reprend les bases, ça commence doucement, on y va, on commence la réflexion, machin chouette. Et au bout de genre 40 pages, il y a un chapitre sur l'excision, et en fait, il y a des relents d'islamophobie pas du tout conscientisés, qui sont très 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 nauséabonds. Et enfin pas que d'ailleurs, mais en fait c'est le point de vue d'une meuf blanche dans les années 70, une meuf blanche de 50 balais. Et, et ouais, c'est un peu son idée, elle servait d'exemple pour étayer son argumentaire. Et c'était c'était un peu regarder ces sauvages qui découpent des bouts de meufs. Faut pas découper des bouts de meufs, hein, on est d'accord. Mais regardez ces sauvages qui découpent des bouts de meufs, nous on n'est pas mieux. Mais il y a quand même l'idée de regarder ces sauvages qui sont pas comme nous et qui font des trucs de sauvages. Et, ça me gêne. Et il y avait. Elle le disait pas exactement. Enfin, c'est dit un peu à mots couverts, pas dans le sens où elle assume pas, mais vraiment dans le sens où je pense qu'elle se rend pas compte. En fait, elle se rend pas compte que la manière dont elle dit les choses, c'est vraiment. Il y a nous, Européens, et il y a les autres. Et donc sa thèse, c'est dans tous les cas, on oppresse les meufs, très bien. Mais genre, il y a nous, il y a les autres, loin, qui sont pas comme nous. C'est des autres gens. Et c'est vrai, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce truc de mettre une distance, enfin, limite, c'est pas la même espèce, quoi. Et puis, ouais, il y a des espèces de. Enfin, pas de pics, mais de petits trucs un peu nauséabonds sur, oui, l'islam qui asservit la femme, qui lui fait les hommes qui font porter des burqas à leurs meufs et tout. Oui, ce sont les chaînes de votre esclavage. Elle le dit pas comme ça. Mais le pire, c'est que je pense que cette meuf, si elle a rencontré des femmes musulmanes dans sa vie, des femmes qui portent le voile, sûrement qu'elle a été très sympa avec elle, hein, sûrement qu'elle était très gentille, premier degré, et qu'elle a écrit enfin, elle a écrit ce qu'elle a écrit en toute candeur, en toute on va prendre les faits, c'est comme si, c'est comme ça et tout. Genre, je pense que pour elle c'était vraiment factuel. Sauf qu'aujourd'hui, ça passe pas de la même manière en fait, ça ne marche pas. Enfin, tu peux pas. On peut plus dire les choses comme ça, pas dans le sens où on peut plus rien dire, mais dans le sens où il y a une réflexion qui s'est faite et tu peux pas résumer l'islam. Enfin, tu peux pas résumer la question de l'islam et du féminisme en disant regardez, elles portent le voile, elles sont opprimées. Ça marche pas comme ça, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, ce chapitre a vraiment beaucoup douché mon enthousiasme, parce que jusque-là, j'étais plutôt content en fait. Je trouvais ça plutôt cool. Et ça m'a carrément refroidi. Et après, donc je l'ai quand même continué pour voir la fin. La fin est très chouette. Il y a une vraie progression de la réflexion où on part de la base et puis après on va, enfin c'est normal, hein, mais on va vers des trucs un peu plus compliqués, poussés et tout machin. C'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est bien structuré. Là-dessus il n'y a pas de souci. Mais il y a ce chapitre-là qui douche un peu mon enthousiasme et qui surtout, enfin mon enthousiasme, j'étais pas non plus archi hypée par Benoît Groult, mais qui modère mon envie de le faire lire à ma mamie. Ma mamie qui est très gentille par ailleurs. Donc je pense qu'on peut le faire. Ça peut être bien pour les mamies et pour les daronnes et tout, enfin les gens vieux, oui, les gens vieux, à qui ça parle pas de lire un essai d'une meuf de 25 ans qui est pigiste à Paris.
Et ça leur parle plus d'avoir une meuf qui écrit de son point de vue de meuf de 50 balais dans les années 70. J'ai pas fait le calcul, c'est pas exactement ça, mais bref. Ça peut parler, mais vraiment ce chapitre-là, c'est même pas, faut faire attention parce que c'est pas des trucs gravissimes, genre ça ne va pas mener à une quelconque haine, mais c'est des idées qui, en tout cas aujourd'hui, on va pas parler du contexte politique actuel, mais est-ce qu'on peut foutre la paix à l'islam s'il vous plaît? Et au-delà de ça, alors ça c'est vraiment juste moi, c'est mon cocoro de médiéviste qui parle, mais les chasses aux sorcières, c'était pas au Moyen-Âge. Faut arrêter ça, parce que la meuf, elle fait vraiment tout un truc avec, oui, cette période sombre, c'est cet âge obscur qu'était le Moyen-Âge, machin et tout. Elle avait... Bon, il y avait des trucs pas bien au Moyen-Âge, mais il y avait des trucs cool. Genre, c'était à la Renaissance que les gens ils se lavaient pas, c'était à la Renaissance qu'on cramait les sorcières, genre les procès de Salem. Je crois que c'était au 17e. Le Moyen-Âge s'est terminé en 1492. Enfin, laisse le Moyen-Âge tranquille, Benoît. Tu m'énerves. Touche pas au Moyen-Âge, s'il te plaît. Et c'est des petits trucs comme ça où, en fait, c'est faux. C'est faux de dire qu'on cramait les sorcières au Moyen-Âge. En tout cas, pas de manière systématique et normale. Enfin, c'était pas la vie de tous les jours de cramer des sorcières au Moyen-Âge. Et en fait, donc elle utilise ça pour servir un argumentaire. Et cette donnée-là, cette donnée de genre, oui, le Moyen-Âge sombre, avant on cramait les sorcières, c'est faux, mais si on rétablit la vérité, l'argumentaire il tient quand même la route, donc c'est pas très grave dans ce sens-là, mais ça me rend pas content. Ça me rend pas content parce que c'est pas vrai, on laisse le Moyen-Âge tranquille. Et bon, ça c'était juste mon coup de gueule à moi. Et pour résumer sur ce bouquin, bien écrit, bien structuré, pas trop mal, il est resté dans son temps. C'est fatalement ce qui arrive aux essais, j'ai envie de dire. Enfin, c'est normal de parler de son temps et de rester dans son temps quand ton temps est passé. Je le conseillerais peut-être pour le faire lire à des darons ou à des mamies, ou à des papis, des vieux globalement. Parce que oui, il y a des petites touches d'humour et tout, vraiment ça passe bien. C'est, j'allais dire décapant. On dirait les gens qui écrivent les petits bandeaux là qu'on met sur les bouquins de la rentrée littéraire, c'est pas décapant. Enfin, genre, ça cherche pas à plaire et à caresser dans le sens du poil. Et il y a des petites touches d'humour et tout qui font passer le truc nickel, genre ça, y a pas de souci. Mais ouais, ce truc de genre, oui, il y a nous, Européens, et les Bambara en Afrique qui font des trucs de sauvages, j'adhère pas. Je suis pas d'accord et faites attention à qui vous le faites lire. J'en ai à présent fini. Cette petite vidéo m'a rendu à moi-même, ma gueule de bois est un peu passée, merci beaucoup. Maintenant, je vais aller lire Stone Butch Blues. J'ai très très hâte. J'ai pas trop peur que ce soit nul parce que j'ai confiance, j'ai plutôt confiance dans le fait que ça va me plaire. Et on se retrouve le mois prochain pour parler d'autres livres. Bisous.